Dans la tranchée, la vieille vient. La vieille va. La vieille eût pu s'arrêter là. Elle a roulé toute la nuit, folle de sang, saoule de bruit. Baiser des bouches, ci et là. La vieille vient. La vieille va. Tapis derrière un par éclat, nous étions trois serrés en tas. La vieille eût pu s'arrêter là. Elle est allée jusque là-bas. Elle a tué d'autres soldats. Dans le boyau le plus profond, maintenant, c'est couché en rond. Pendant ce temps, nous dormirons. La vieille ronfle. Un soldat mort entre les bras. Fait froid dehors. Vendredi 7 août, 6e jour de mobilisation. Journée d'hier, pluie et orage toute la journée. Étampes devient calme. Trop calme. Pas encore de journaux réguliers. Ce matin, le Matin puis le Petit Parisien, tous deux en édition minuscule, apportent la nouvelle de l'attaque de Liège par les Allemands. Héroïque défense des Belges qui luttent pied à pied, leur tuant 8000 hommes et prenant 27 canons. Mais Liège ne pourra tenir longtemps. Il ne se passera pas 8 jours sans de grandes batailles. Les flottes anglaises et allemandes sont aux prises. Charles a livré ses chevaux aujourd'hui. Dimanche 9 août, 8e jour de la mobilisation. Dimanche chaud et ensoleillé. La moisson va peut-être sécher et enfin se rentrer sans presque pas d'hommes ni de chevaux. Les Anglais ont débarqué à Dunkerque et en Belgique. Les Russes envahissent l'Allemagne avec 500 000 hommes et 700 canons. Belle soirée, très chaude, avec soleil couchant rouge feu comme en 70, disent les anciens. Mardi 11 août, 10e jour de la mobilisation. Chaleur de plus en plus forte. À midi, comme tous les jours, le petit journal, édition très réduite. Rupture des relations entre la France et l'Autriche. Prochaine déclaration de guerre. Les Allemands commettent des atrocités sans nombre et se préparent une haine irréductible. Jeudi 13 août, 12e jour de la mobilisation. Chaleur torride. Ville de plus en plus calme, toujours que des incidents. Petits engagements de cavalerie où nous faisons relativement beaucoup de prisonniers. Les Allemands se rendant très facilement d'ailleurs, la faim les tourmente, et de mauvais souliers leur usent les pieds. Aussi, ne sont-ils pas fâchés d'être prisonniers? Bombardement de Pont-à-Mousson, faisant plus de bruit que de mal. Quelques tués et blessés dans la ville, mais pas de panique. Effet nul. Samedi 15 août, 14e jour de la mobilisation. Orage très fort de 3h à 5h du matin. Marché assez garni et affaire très normale pour la saison. On ne se croirait pas en guerre. La moisson se fait, toujours peu de nouvelles. Le Japon déclare la guerre à l'Allemagne. Arrivé à la caserne, la pause. De longues heures dans la cour, faut pas chercher à comprendre. Distribution, à chacun sa gamelle. Son quart, ses couverts, le tout neuf. Premier repas, de la morue. Il y a vraiment peu d'amateurs. Je me contente d'un restant de poulet que j'extrais de ma musette. L'après-midi, on fait connaissance avec le coiffeur. Tous à la tondeuse.
Puis, apprentissage du salut militaire, assez comique. Si ce n'était qu'on est vraiment dépaysé. Dîner dans les chambres. Le chahut commence. À l'exercice, toute cette jeunesse a bien du mal à être sérieuse. Je me rappelle, le sergent instructeur qui crie « Taisez-vous donc, tas de bavards! C'est pire que des laveuses !» Un soir, un sergent rentre dans la chambrée et demande « Y en a-t-il qui savent aller à vélo ?» Je me présente. Aussitôt, il m'emmène dans sa chambre et me dit « Puisque tu sais aller en vélo, tu vas faire mon plumard !» Je m'exécute, me promettant une autre fois d'être un peu moins spontané. Et pourtant, j'aime mon métier de soldat, malgré quelques difficultés que l'on ne peut éviter. Je commence par être pris par ce qu'on appelle le feu sacré. Tous les matins, en me réveillant, quel plaisir d'entendre le clairon. Les obus tombent toujours autour de moi. Recevant de la terre sur la tête, je me dis « encore un et que cela soit fini ». Enfin, au bout de 3 quarts d'heure qui m'ont paru des siècles, un camarade charitable se décide à venir me sortir de là. Il commence à retirer les plus grosses pierres qui me dégagent les bras. Je lui fais comprendre de couper toutes les courroies qui m'étouffent. En un clin d'œil, il sort son couteau et coupe toutes les bretelles tenant cartouchière, musette et bidon. Puis je me dégage complètement. Comme je souffrais de mes jambes pliées sous moi, c'est pas croyable. Je n'aurais jamais cru que les jambes pliées fassent tant souffrir. Ensuite, il prend un paquet de pansements, mais s'y prend si maladroitement que j'en vois tout promener. Il me dit « Les infirmiers vont venir te chercher. » Il se sauve en me chipant ma jumelle. Impossible de protester, pourtant j'y tenais à ma jumelle. Je regarde mes mains. Oh, ces mains toutes rouges. Ma capote pleine de sang. Sans me soucier de mes mains sales, souillées de graisse, d'armes et de terre comme beaucoup de blessés, je veux essayer de me rendre compte de la gravité de ma blessure. Heureusement, je n'ai pas de glace, car certainement, je me serais fait peur à moi-même. Je promène ma main dans ma bouche. À droite, il me reste quelques dents. En haut, les dents cassées qui me font bien souffrir. En bas, vide complet. Plus de lèvres, ni de maxillaire. Le soleil tape dur, rendant ma blessure encore plus cuisante. Je regarde ma montre bracelet. Malgré une aussi rude secousse, elle marche toujours. 4 heures. 4 heures, je reste assis sur le champ de bataille. Quelles pensées ne m'ont passé par la tête durant ces 4 heures? C'est que, malgré ma tragique situation, pas un instant je n'ai perdu connaissance. Je me vois affreusement défiguré, rayé de la société, obligé d'aller vivre dans un fond de campagne en pleine jeunesse, à 21 ans, se voir dans un si piteux état, le coup est rude. Et pourtant,
Malgré l'extrême gravité de ma blessure, pas un instant je ne songe à mourir. J'ai dans la tête de revenir, et rien ne m'en fera démordre. Boum. C'est en le survolant que nous voyons un premier avion allemand, un aviatique, marchant en sens inverse, gagnant en hauteur. Il est à notre gauche. Je tire de l'épaule droite, visant bien le pilote. L'appareil pique et descend. Il n'a eu que peur. Le pilote me tire par la manche. À droite, beaucoup plus près, presque à même hauteur, un autre avion allemand court sur nous et se rapproche. J'épaule à gauche et vise au milieu de l'hélice. Le coup rate. Je ne prends pas le temps de regarder ce qu'a le mousqueton, je sors mon revolver de sa gaine et je vise avec soin. Étant donné la situation du pilote dans l'aviatique, il ne pourrait tirer qu'à travers son hélice. Je laisse donc approcher, à 80 mètres environ, et je décharge les 6 coups bien en ligne. L'appareil pique et vire brusquement. C'est à ce moment que nous entendons une détonation formidable. Je me retourne, éclatement d'obus en arrière et un peu à droite. Nous perdons de la hauteur pour gagner de la vitesse et s'engager dans la forêt du Grand Reclos. 24 coups de canon. 24 éclats d'obus à bonne hauteur. Chacun est une belle étoile rouge se transformant en boule de fumée. L'ensemble est un chapelet très régulier qui nous suit. On rentre à rang. Sur un groupement d'infanterie, je laisse choir une bombe. Les enfants de la France sont morts, sacrifiés. Si tu étais de haute noblesse, de belles funérailles on ferait. Tu serais connu de Monsieur de Prusse, mais comme tu es le fils de pauvres citoyens, tu as le droit de crever, d'être enterré comme un chien. Pourquoi cette injustice? Messieurs les juges devant les morts, un peu d'égalité. Car ma mère en naissant me fit un berceau, et la France, à 20 ans, me creuse un tombeau. Ah, tu ne chantes plus des chansons de victoire. Ah, tu ne rêves plus, Tu ne rêves plus de galons et de gloire. Tu penses à tes vieux qui t'attendent au hameau et te disent qu'une mère vaut autant qu'un drapeau. Et te dit qu'une mère vaut autant qu'un drapeau. Ton frère qui t'aime et t'embrasse de tout cœur. Joseph. Voilà, merci. Merci de votre écoute.